Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis sous le beau soleil de l'Espagne, pas très loin de Barcelone, pour vous présenter ce nouveau Skoda Kodiaq. Kodiaq, oui, c'est le gros SUV de la famille Skoda qui fait 5 ou 7 places, disponible dans de multiples motorisations, de l'essence, du diesel et également de l'hybride rechargeable. On va parler de toutes les motorisations, je vous l'avais déjà présenté. Rappelez-vous, je crois que c'était à Berlin ou Munich, dans des sous-sols d'un ancien truc de métro. Là, cette fois-ci, sous le soleil pour pouvoir le tester sur tout type de route, comme d'habitude, de la ville, des petites routes et de l'autoroute, voir le trajet et un petit peu les consommations. Je vais vous essayer la version 150 chevaux essence aujourd'hui, le 1,5 Litre TSI, les nouveaux moteurs TSI Evo 2. Et je vais vous faire une petite vidéo également avec le nouveau moteur hybride rechargeable parce que je sais que ça vous intéresse également. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle est la motorisation qui vous intéresse le plus sur ce genre de SUV. Est-ce que vous êtes plutôt full hybride, mild hybride, juste essence, diesel ou hybride rechargeable? J'avoue que le mild hybride comme ça, c'est pas trop mal. J'aurais bien aimé un full hybride, mais dans le groupe Volkswagen, on ne fait pas de full hybride malheureusement. Les amis, j'en profite. Si vous pouvez vous abonner, là, cliquez sur le petit bouton comme ça m'aide beaucoup parce que vous êtes 85% à peu près non abonnés et ceux qui prennent la souscription tous les mois à 99 centimes, merci énormément. Ça m'aide à développer cette chaîne et vous allez voir, il va se passer des choses très prochainement grâce à vous qui suivez cette chaîne au quotidien. Bon, on reprend sur cette voiture. Le Kodiaq. Donc ça commence par un K, ça finit par un Q. Quand ça commence par un K et ça finit par un Q, chez Skoda, ça veut dire que c'est un SUV. Donc SUV mais familial. 4,76 m de long, un beau bébé. 1,86 m de large sur 1,66 m de haut. Il existera dans plusieurs finitions, bien entendu. La version Sportline sera disponible à partir d'août en France et la version PHEV, on pourra les commander à partir du mois de mai. Pour le moment, on a celle-ci. Pour ne pas vous dire de bêtises, en sélection, elle est disponible en 1,5 Litre TSI 150 chevaux pour le moment et en 2 litres TDI 150 chevaux. À chaque fois en boîte DSG7. En 5 places, elle commence à partir de 43 970 €. En 7 places, 45 050 € pour les versions TSI et les diesels un petit peu plus chers, 48 et 49 500 à peu près. Ils vont être contents que j'utilise le petit manuel qui nous est. Pour rien vous cacher, c'est là-dessus que j'apprends tout. Au niveau des intérieurs, il y a toujours le beau cuir marron, etc. On a le Digital Cockpit en 10, l'écran au milieu en 13 de série. Elle est disponible en 9 couleurs et elle aura 7 jantes disponibles du 17 jusqu'au 20 pouces. Bon, c'est bon, j'ai rangé le manuel, après j'ai appris quand même quelques trucs. Donc au niveau des motorisations, il y en a une qu'on n'aura pas en France. Donc 1,5 Litre TSI, 150 chevaux, 1000 d'hybride avec le Evo 2. Donc c'est-à-dire que les chemises ont été retravaillées, que la motorisation a été travaillée, ils ont changé l'huile, ils ont amélioré pas mal de choses, puisque ce moteur est fait justement pour arriver sur les nouvelles motorisations hybrides. La motorisation hybride sera, à l'époque c'était le 1,4 litre, maintenant sera donc le 1,5 litre TSI Evo 2 plus l'hybridation. Il a été revu pour pouvoir prendre des montées en régime, à froid, etc. pour ne pas s'abîmer. Donc on a fait pas mal évoluer un petit peu ce moteur. Ensuite, disponible dans d'autres pays en 2 litres TSI. Malheureusement en France, on ne pourra pas l'avoir puisqu'il pollue un petit peu trop et il se prendrait un malus. Donc ça grèverait un petit peu les ventes. Mais il existe en 2 litres TSI essence, donc 204 chevaux. Ensuite, 2 litres TDI 150 chevaux qu'on aura chez nous et également le 2 litres TDI 193 chevaux en version 4 roues motrices, qui peut être intéressant sur une voiture familiale d'avoir un diesel parce que pour faire de la route, ça reste toujours l'idéal. Mais en France, on nous dit le diesel, c'est pas bien, ça pollue, c'est critère 2, on pourra bientôt plus rouler dans les villes. Même s'il y a quelques villes qui sont en train de changer un peu leurs idées parce que bon, critère 2, c'est quand même des voitures récentes quoi. Et ensuite, on aura le 1,5 Litre TSI Ivy. Ivy, c'est pour toute la gamme hybride rechargeable de chez Skoda. Donc le PHEV aura une grosse batterie de 25,7 kWh, ce qui est l'équivalent à peu près d'une Dacia Spring. Pour se faire une idée, la Dacia Spring, c'est pas beaucoup plus gros. Et on pourra faire plus de 100 km en 100% électrique avec ça. Et toute la gamme qui va arriver, comme la Superbe, l'Octavia aussi, il me semble, aura cette nouvelle batterie de 25,7 kWh, ce qui permet de parcourir vraiment tous les trajets du quotidien quasiment pour, je pense, 95% de la population qui va utiliser ce genre de voiture. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on pourra recharger cette fois-ci jusqu'à 50 kW. Et oui, là, il commence à arriver avec des chargeurs rapides sur les PHEV avec de grosses batteries. Ça devient intéressant parce qu'en 25 minutes, on peut recharger assez rapidement un 10 à 80%. Et ça devient
cool pour justement pousser les gens à utiliser un petit peu plus l'électricité. On a un diamètre de braquage en 11,20 m, on a un empattement de 2,79 m, ce qui devrait être plutôt correct à l'intérieur au niveau des places arrière. Au niveau du coffre, on peut monter jusqu'à 2100 litres, vous allez voir c'est hyper généreux, sinon on a 845 litres de base en 5 places et en 7 places quand même 340 litres, ce qui est très rare sur une voiture 7 places de garder le volume de coffre et c'est pour ça que cette voiture s'est allongée de 6 cm pour justement garder plus d'espace lorsqu'on sera en position 7 places. Sur le reste, je vous en avais parlé un petit peu, des nouvelles aides à la conduite améliorées, des phares matriciels plus évolués avec plus de segments, ce qui permet que ce soit un peu plus sympa. On va pouvoir avoir le remote parking, donc remote ça veut dire télécommande en anglais, parking, parking, et pouvoir jouer avec son téléphone à la faire avancer, reculer pour jouer justement sur le stationnement. Selon les versions, on aura une nouvelle calandre. À l'intérieur, on aura plus d'espace pour les passagers et le conducteur, et également on aura de nouveaux boutons comme sur la nouvelle Superbe. Ça s'appelle les Smart Dial, on va voir ça après. Bon, l'avantage c'est Skoda, c'est qu'on reconnaît tout de suite une Skoda très facilement. On pourrait cacher le logo ici avec le capot déjà, avec cette forme qui nous amène à cette calandre qui vient prendre le pli du capot avec le gros logo Skoda posé ici en plein centre qui a évolué il n'y a pas longtemps. Toujours ces lignes tendues ici également et ça se ressemble de la Fabia au Kodiaq. Ensuite cette calandre qui vient faire le tour, c'est un petit peu comme le single frame chez Audi à l'époque, vous savez là cette calandre qui faisait tout le tour, qui détourait bien, et bien là c'est hyper marqué. L'avantage c'est qu'on voit bien cette calandre. Donc comme c'est pas de l'électrique, c'est vraiment ouvert et pareil donc selon les versions on aura une petite barre un petit peu horizontale ici qui viendra justement souligner tout ça. Ensuite c'est des lignes très verticales, on peut avoir une caméra à l'avant comme dans les rétros pour avoir du caméra 360 mais là on ne l'a pas aujourd'hui. Sous ce capot comme je vous disais soit du 1,5 litre TSI, soit du 2 litres TSI mais pas en France, soit du 2 litres TDI ou le 1,5 litre hybride rechargeable. Ensuite sur les côtés, les blocs optiques donc en deux parties, donc avec le Skoda Crystal Lightning, feu matriciel, ça détourne beaucoup mieux et surtout ils ont évolué avec plus de segments qu'auparavant. Malheureusement je ne pourrais pas vous les tester de nuit cette fois-ci, mais si ça vous intéresse, on en refera une vidéo et ça fait longtemps que je vous promets une vidéo sur la différenciation et les différentes évolutions des phares avant entre on va dire les meilleurs du segment. On va prendre Volkswagen par exemple sur un Touareg, Mercedes sur quasiment toute la gamme avec du Digital Light, BMW avec les Laser Light, etc. J'essaierai de vous faire une vidéo un jour, il faudrait que je trouve 2-3 copains et qu'on aille se faire une vidéo de nuit, qu'on prenne 4 voitures, les plus haut de gamme justement pour tester ça et ensuite d'autres, et par exemple juste une voiture de base ou ma Saxo. Ouais tiens ça peut être marrant de comparer ma Saxo à par exemple au feu le plus haut de gamme, voir la différence. Ensuite, sur les côtés, toujours des rideaux d'air ici pour jouer sur le côté aérodynamique, puisque ça joue sur les consommations. Et ensuite, quelque chose d'assez simple, de vertical. Une lame ici en plastique, le bas en plastique qui va venir sur les côtés faire le tour des arches de roue, comme d'habitude. On a l'habitude, et la plaque ici en plein centre. On a un collègue qui passe, mais il ne sait pas que c'est sans issue là-bas. Sur le côté, rien de révolutionnaire à part cette partie qui peut être en aluminium brossé. Là, elle est en version plastique. C'est simple, ça contraste bien le noir et justement cette couleur rouge. Les entourages ici donc qui sont avec du joint simplement, c'est pas peint ou pas de chrome. Les montants ici en noir laqué, des poignées type frigo à l'avant comme à l'arrière, toujours les gros rétroviseurs ici dans lesquels on a une bonne visibilité, noir sur le bas, peint sur le haut, les arches de roue dont je vous parlais là il y a quelques instants, donc qui font toujours le tour pour donner ce côté, c'est un SUV, ça peut barouder un petit peu partout, des freins à disque aux 4 coins, des jantes comme je vous disais qui vont du 17 au 20 pouces, aujourd'hui d'ailleurs on est monté en quoi? On est en 19 pouces, donc il nous reste encore une montre un petit peu plus grande. Plus on prend des grandes jantes, moins la voiture est confortable. Elle sera disponible avec le DCC selon les finitions, donc certaines auront les drive modes, c'est-à-dire on peut avoir le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel, qu'on pourra personnaliser au niveau de la direction et également au niveau de la suspension, du moteur, de la reprise. Là, on ne l'a pas aujourd'hui, donc le fait que les jantes ne soient pas trop grandes, eh bien justement ça aidera à garder un minimum de confort. Le petit bout de 3 quarts arrière, parce que vous savez que j'aime bien les 3 quarts arrière. Alors, j'aime bien cette forme. Ensuite, c'est assez simple sur le reste. Et sur le bas, on a un très long béquet ici, l'antenne type requin et les rails de toit que je ne vous ai pas dit sur le côté ici qui sont peints en noir mat. Ça lui va bien à cette voiture. Plein arrière, on a des feux arrière qui évoluent un petit peu, 100% LED. Bon, maintenant, c'est devenu un petit peu la base, hein, surtout ces véhicules à ce tarif-là.
Le troisième feu stop intégré sur une bande LED ici à l'extérieur. Vitre arrière surteintée, assez verticale avec l'essuie-glace. Personnellement, moi l'essuie-glace, j'ai du mal à m'en passer, donc ça fait plaisir quand il est là. Le lettrage Skoda qui est noté là. Le Karoq là-bas également avec cette finition un petit peu aluminium brut. Je trouve ça assez joli. Support de plaque, caméra de recul comme d'habitude et ensuite un arrière-pain jusqu'à cette partie ici, bouclier arrière qui est lui tout en plastique brut avec un plastique ici gris. C'est simple, après c'est pas la version la plus haut de gamme, il existera bien sûr les versions Lorraine Clément qui seront les plus hautes finitions. Ensuite des petits réflecteurs sur le côté. Par contre là, et on a un très très long bandeau aussi également, je vous ai pas dit, parce que là ça traverse de cette façon. Pour le coffre, ça je pense que c'est la partie la plus importante pour vous sur un Skoda Karoq. Donc on a un seuil de chargement qui est positionné assez haut. Par contre, regardez, on a tout de suite de la profondeur. Donc on pourra mettre ça, donc là en profondeur. Et ensuite donc au niveau des volumes, lorsqu'on est en 7 places, donc là j'ai une version 5 places, j'ai pas des sièges à l'arrière. En 7 places, on aura 340 litres de volume. Ce qui est assez sympa, c'est l'équivalent d'une petite voiture, une petite citadine. Lorsqu'on sera en 5 places, comme celle-ci, on aura 845 litres et lorsqu'on avance les sièges avec les rails, on passe à 910 litres, ce qui est extrêmement généreux, vous le verrez. Et lorsqu'on rabat les sièges, on passe à 2105 litres. Là, il y a de quoi faire un déménagement. D'ailleurs, je déménage bientôt, il faudra peut-être limite que j'emprunte ce genre de voiture. Pour entrer, regardez, hop, hop là. Alors là, je rentre, je suis hyper bien. À l'intérieur, je suis posé. J'ai la plage arrière ici et franchement, regardez, je peux venir me mettre comme ça, on pourrait refermer sans problème. On peut rabattre la banquette grâce au poignet sur le côté. On a une prise 12 volts ici, deux rangements de chaque côté de quoi mettre des petits sacs. On a encore de ce côté-là de quoi mettre une petite trousse ici. Franchement, c'est hyper généreux. C'est très très spacieux. Sans mentir, je pense qu'on rentre à 3 ici à l'intérieur avec les sièges reculés au maximum. Et d'ailleurs, comme je vous parle de ces sièges, allons voir ce que ça donne aux places arrière. Et puis comme je viens de retrouver mon petit truc, ça c'est toutes les astuces Simply Clever. Et je vous le mets là. Donc nouvelle commande intelligente, plateau de rangement, nettoyeur d'écran, parapluie en matériaux recyclables, le gratte-gratte dans la trappe à carburant, le portiquet au pare-brise, le dossier à l'arrière qui se rabat, le port USB au niveau du rétroviseur pour mettre les dashcams, le pack sommeil avec les appuis-têtes à l'arrière qui existe, disposition de prévention des erreurs de carburant, donc pour pas mettre n'importe quoi, la poubelle de porte, donc ça c'est le truc, les crochets de rangement dans le coffre, pochette pour téléphone, le porte-bouteille d'1,5 litre, ça à l'avant et à l'arrière c'est bien, et la couloir centrale à l'arrière qui est réglable. Bon, ça c'est plein de petites astuces qui sont quand même assez cool. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, j'ouvre ma portière et je tombe sur une finition qui, à l'œil, est très sympathique. Plastique dur sur le haut, mais on a tout de même des rideaux ici, donc on peut venir à fixer. C'est bien parce que je vois tellement de gens mettre des trucs sur leur porte, c'est dégueulasse. Partie ensuite en plastique avec un ruban LED en dessous, avec une belle finition jusqu'à la poignée. En tout cas, à l'œil, c'est hyper quali. Au toucher, ça reste du plastique, mais c'est très très beau. Ensuite, on a une sorte de velours, ici une sorte de petit alcantara, qui est assez sympa, avec des surpiqûres en jaune. Au toucher, c'est très agréable. Et sur la partie basse, ensuite, c'est des parties en plastique dur directement, avec la commande de fenêtre intégrée ici. On a la petite tirette là qui nous permet de régler la banquette sur différents niveaux d'inclinaison. Ouais, on va avoir une petite dizaine d'inclinaisons disponibles. Allez, je viens m'insérer à l'intérieur. Je referme ma portière. Waouh, alors là, la banquette est inclinée au maximum en arrière. Et je suis un peu comme dans l'avion lorsque j'ai rabattu ma banquette. Et enfin, inclinée. Franchement, c'est confort, c'est top. La banquette est très à plat ici. Le dossier aussi assez plat. Mais il y a un petit endroit qui est creusé, avec juste sur les côtés, ça remonte un poil, avec toujours cette sorte d'alcantara ici, qui permet d'avoir un bon maintien. Au niveau des pieds et des genoux, j'ai un espace gigantesque, alors que le siège a reculé encore d'une dizaine de centimètres pour me laisser sortir. Donc à chaque fois, comme c'est un siège électrique, il se recule pour me faciliter l'entrée et la sortie. Et regardez l'espace que j'ai encore une vingtaine de centimètres devant mes genoux. Et pareil au niveau de la tête, il me reste facilement 10 centimètres tranquille. Niveau espace, celui qui se plaint à l'arrière, je ne comprendrai pas. Et si je me mets le plus droit possible, hop,
Hop, je relâche. Et franchement, même le plus droit, c'est agréable à l'arrière. Et même comme ça, au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Une poignée pour tout le monde, les petites LED là-haut au plafond. Donc 2 pour moi, 2 pour ici et de l'autre côté, pareil pour l'avant. Les poches ici, poche téléphone à l'avant et ensuite derrière on a des poches un petit peu plus grandes. Ah, il y a encore un truc Skoda ici. D'autres collègues qui ont dû l'oublier. Ici, climatisation tri-zone, donc une zone pour l'arrière, 2 zones pour l'avant. Des bacs de rangement ici, donc qu'on peut toujours enlever et démonter, donc qui sont bien pratiques, donc qui permettent d'avoir des rangements supplémentaires avec des porte-gobelets qui bougent, etc. Enfin, je trouve ça vraiment top. 2 ports USB-C, un port allume-cigare et ensuite 2 aérateurs à cet endroit-là. Peut-être que j'aurais bien aimé, comme c'est une voiture un peu haut de gamme, un peu premium quand même, parce qu'au final on est sur des véhicules qui commencent à être un petit peu plus chers et surtout très volumineux. J'aurais bien aimé peut-être un petit aérateur de ce côté-là sur les montants aussi. Ça aurait pu être un plus. Bon, en tout cas, on est très bien ici. À coudoir, à cet endroit-là, plutôt pas mal. On peut rabattre en 40, 20, 40. Hop, grâce à ça. Voilà. On a la fixation. Oh, le top taser ici également. Donc ça fait 3 top tasers. Pas mal. Et isofix ici, ici et à l'avant. Donc 3 isofix. Et 1, 2, 3, 4 top tasers. C'est bien ça. Attendez. Je vous dis pas de bêtises, on a bien sur tous les sièges. Ah ouais, on a bien les fixations sur tous les sièges. Pas mal. Et hop, et donc on peut incliner. Et également, l'avantage de ça, c'est qu'on peut avancer la banquette sur une quinzaine de centimètres. Et regardez comment ça coulisse facilement. L'emplacement est bien mis, pas comme chez certains où on vient taper ici. D'ailleurs, mettez-moi si vous vous rappelez dans laquelle j'ai dit on vient taper là. Et là, c'est bien sur mon siège. Ça coulisse en 2 tiers, 1 tiers. Et c'est plutôt pas mal. Et regardez, même lorsque je suis avancé au maximum, même avec ce siège reculé, qui est trop reculé pour moi, eh ben il me reste encore de la place. Ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est l'avantage que cette voiture se soit allongée, plus de volume de coffre, plus d'espace également à l'intérieur. Là, on passe ici. Alors là, j'ai cette ceinture. Donc il faut la sortir de son logement pour ne pas qu'elle me dérange. Une fois qu'elle est sortie, donc là, je peux venir me boucler. Également, elle est directement sur la banquette. Ça, c'est une bonne chose. Là, pareil, j'ai énormément de place au niveau de la tête partout. On peut avoir un toit vitré si l'on souhaite. Il n'y a pas grand chose à dire. Niveau espace, je suis très bien. Par contre, au niveau de l'assise, là, c'est beaucoup plus ferme. Au niveau du dossier, c'est pareil, c'est beaucoup plus ferme. On peut faire un petit bout de route ici. Je ferai peut-être pas 6-7 heures. Après, on peut s'y habituer. Mais j'ai énormément de place pour les pieds. Regardez l'espace que j'ai pour les pieds là. Et les rails sont bien plus loin. Il me reste encore une dizaine de centimètres devant les pieds, avant les rails, donc ça me permet de pouvoir garder mes jambes assez serrées. Et si j'enlève tout ça, je peux remonter mes jambes là, devant. Donc pour un enfant, ce sera pas vraiment dérangeant. Surtout qu'il sera un petit peu plus fin, donc il tiendra mieux sur cette partie qui, elle, est très à plat. Bon, allez, je vous emmène montrer l'avant. Mais cette sellerie là, une sorte de petit tissu, un petit peu style jean, plus ces petites surpiqûres, ça lui va bien. Et on peut avoir le pack slip aussi là, pour les voyages, avec les oreilles qui viennent sur le côté. Ça, c'est les options. Allez, je voulais changer d'endroit pour être à l'ombre. Voilà, l'avant. La clé, donc la clé ne change pas, comme d'habitude. Déverrouillage, les clignotants, plus la petite animation lumineuse qui se fait. Et voilà à quoi il ressemble de l'extérieur. Allez, le petit ticket, ça pour mettre le disque, les tickets de parking, etc. Ça, je trouve ça vraiment très cool. À l'intérieur, à l'avant. Donc les portières qui ont le même style qu'à l'arrière, sauf que là, cette fois-ci, sur le haut, c'est moussé. Ensuite, ce plastique ici, donc comme je vous disais, à l'arrière, avec le bandeau LED ici. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est allumé en rouge. Donc ça traverse et on peut bien sûr avoir ces ambiances. Donc cette partie-là aussi qui est plutôt jolie. Et ensuite, cette texture également, comme à l'arrière, avec les surpiqûres. Comme vous pouvez voir, hein, c'est plutôt sympathique. Ensuite là, les commandes de fenêtre et de rétroviseur, comme d'habitude. Petit détail, mais vous voyez, c'est ce genre de petits détails, c'est ça qui fait toute la différence pour moi dans une voiture. Parce que des fois, ils disent, ouais, non, mais ça, c'est 4 centimes de plus, donc on va pas le mettre. Ben, là, ils l'ont mis. De quoi ouvrir le coffre à distance, les haut-parleurs, la moquette dans les bacs de porte, et on peut mettre des bouteilles d'1,5 litre. Regardez, il y a une petite, ici, elle tient vraiment très bien. Je vais me remettre la clé là pour le moment. Les sièges, donc on a les sièges confort avec mémorisation sur 3 positions. On peut régler donc là ici en électrique. Et la mémorisation, et pour ceux qui auront la chance, on a le bouton au milieu, c'est le bouton massage. Donc là, on n'est pas sur la finition entièrement en cuir, mais celle-ci est quand même assez sympathique. C'est pas la plus haut de gamme, puisque là, on a un mix cuir-tissu, et on peut avoir un full cuir si on veut, avec du vrai cuir. Avec
Les rappels ici de cette couleur en jaune, j'aurais bien aimé avoir l'extérieur un petit peu doré là, avec la nouvelle couleur, mais ce gris, sympa. Moi j'aime bien parce que c'est un petit peu plus clair que d'habitude. Et donc ce mix tissu et sorte d'Alcantara. Ici pareil, on a ces rappels sorte d'Alcantara sur le côté, ici. Donc c'est pareil, le fait qu'ils aient poussé à cet endroit-là, je trouve ça vraiment très très sympa. On a toujours la petite boîte ici, donc on peut ranger ce que l'on souhaite. Le frein à main qu'on déverrouille à cet endroit-là. Les feux avant et arrière ici, les anti-brouillards également à cet endroit-là. De couvrir le capot. Et ce sera seulement des boîtes automatiques avec la boîte DSG7 d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de pommeau ici. Je vous montre où il est passé. Allez, je m'installe à l'intérieur et je vais aller démarrer grâce au petit bouton juste ici. Donc je démarre la voiture et comme vous pouvez voir, là elle vient de me ravancer mon siège pour me remettre en position. Welcome Kodiaq. Allez, je me recule au maximum, j'ai remis la clim parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui avec le soleil. Donc, volant bien rond, ça c'est ce que j'aime bien sur une voiture. Lorsque c'est rond, le mets-plat, je suis pas forcément toujours fan. Logo Skoda. De ce côté-là, c'est changer de musique, le volume et la commande vocale. Hop. Et de ce côté-là, c'est changer les écrans. Ici, on peut avoir le GPS intégré sur cet écran à l'arrière de 10,25 pouces ou des aides à conduite ou des consos. Et ensuite, je peux faire défiler d'autres infos ou d'autres vues de cette façon. Très simple, un peu plus complexe avec des compteurs, sans compteur, des carrés ou vraiment le strict minimum selon ce que vous préférez. On a des palettes derrière le volant puisque boîte DSG7. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de pommeau ici et on passe les rapports maintenant ici, comme sur les versions ID qui étaient arrivées. Donc, drive vers l'avant. Une fois en plus, ça passe en sport. Reculer vers l'arrière, ce qui m'active la caméra ici à l'arrière. Donc, pas de 360 sur le modèle du jour parce que c'est pas la finition la plus haut de gamme ou la plus optionnée. Et parking de cette façon. Donc, ça repasse en rouge ici. Et comme vous pouvez le voir, ça vient de me couper également le moteur puisqu'on a une mild hybride avec un gros start and stop. Pour démarrer la voiture, c'est de ce côté-là. Au niveau du bouton. Ensuite, on retrouve les aides à la conduite de ce côté-là avec plus vite, moins vite, activer le régulateur, désactiver et 7 si lecture des panneaux ou autre par exemple. Ensuite, sur le haut, on va voir de ce côté-là maintenant les essuie-glaces puisque à droite, on n'a plus que justement cette commande de boîte de vitesse. Donc, les essuie-glaces sont passés de ce côté-là et les clignotants également, tout comme les appels de phare. Et je vois que même de jour, ça éclaire là-bas. Vous avez vu? Oh, la puissance du truc, toi. Oh, je pensais pas que ça éclairait si fort de jour. Aérateur de ce côté-là, avec une forme un peu en flèche, également de l'autre côté, donc c'est assez symétrique. Et ensuite, on a, alors, je ne me rappelle plus comment ça s'ouvre. Ah si, c'est ça. Une boîte à gants en haut, une boîte à gants en bas, double boîte à gants, ça c'est quand même vraiment le régal. Et donc là, on a le modèle du jour, donc une version sélection, Velvet Red pour la couleur extérieure et quelques petites options qu'on a ici à l'intérieur. Donc on peut le voir là. Ah, Wheels, ah, ils nous ont dit des bêtises. Non, c'est pas la bonne. Parce qu'ils ont mis genre de 20 pouces, on a du 19. Ensuite donc, ce tableau de bord comme on peut le voir, donc c'est un écran posé ici, donc partie moussée sur le haut, pas d'affichage tactile sur notre version, des haut-parleurs de bonne qualité plutôt. Ensuite un grand espace, pareil c'est moussé tout le long, on retrouve cette forme et cette sorte d'Alcantara plus une forme un peu bombée. Apparaît un beau travail également ici qui rappelle un petit peu ce qu'on a sur dessus et également la calandre parce que rappelez-vous ça fait un petit peu cette forme. Deux aérateurs au centre et ce grand écran ici de 13 pouces de série. Donc sur toutes les versions, vous aurez du 13 pouces. Ah, on redémarre. Parce que j'ai rien fait pendant longtemps et j'étais en parking. Donc écran ici, donc on retrouve toujours ces menus, les téléphones, la radio, une touche home, des widgets qu'on peut personnaliser ici. On peut avoir un truc que j'ai bien aimé, c'est le niveau d'huile. Ça c'est vraiment cool d'avoir le niveau d'huile directement sur son écran et pas devoir sortir sa petite jauge. Là, et également les consommations, etc. Des raccourcis toujours depuis le haut, on peut régler le son, les dernières destinations si on a l'habitude d'aller au même endroit, on a des petits tips et autres. Il y a quand même pas mal d'avantages, des raccourcis le haut ici donc pour les réglages de la voiture, sur le véhicule ici, qu'est-ce que je vais avoir, les datas, les statuts du véhicule, est-ce que tout se passe bien, le véhicule et ses réglages. Ensuite, on peut désactiver le start and stop en haut, avoir toutes les aides à la conduite en raccourci ici. Si je veux désactiver la limitation de vitesse ici avec les panneaux, voilà, comme ça elle ne sonnera plus. Donc raccourci assez rapide, on appuie là-haut et directement là. Ensuite, on a toutes les aides à la conduite comme vous pouvez le voir. Et voilà, on peut même voir la remorque à cet endroit-là.
L'aide au parking, au stationnement, donc s'il trouve une place de parking, il va m'aider à me stationner. Le auto-hold qui est ici, donc puisqu'on n'a pas de touche sur la partie console centrale, et ensuite on peut avoir des réglages partout, et on retourne à la touche Home juste ici, bien sûr, Android Auto et Apple CarPlay, bien évidemment. Et une touche pour éteindre l'écran juste ici. Voilà. Et là je peux avoir une horloge très simple si je souhaite. Mais quand même des raccourcis parking et aide à la conduite sur le haut et non, par contre, on n'aura pas les raccourcis lorsqu'il est éteint. Ensuite, ça c'est les Smart Dial, c'est la nouveauté sur ce Kodiak. Donc on peut choisir sa température ici. Lorsque j'appuie, eh bien je choisis le siège chauffant, que je ne vais pas mettre aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et celui-ci, je vais pouvoir le personnaliser. Donc soit le volume, soit la clim, soit la ventilation comme ça. Et si je reste appuyé dessus, il va aller dans Réglages. Ah oui, il ne va pas dans Réglages parce que... D'ailleurs, ça je savais pas regarder. Je peux personnaliser ce que je vais afficher ici dans le rien. Ok. Donc je rallume. Comment ça marche? Voilà, je rallume. Ok. Hop, on coupe la radio pour les droits d'auteur. Et donc si je reste appuyé sur cette touche, ça vient m'activer le Middle Startup Dial Setup. Ça veut dire qu'on va pouvoir régler est-ce que je veux zoomer dans la carte, est-ce que je veux du volume ou les boutons de climatisation. Selon les versions, on pourra voir les réglages des modes de conduite si on a dispo. Aujourd'hui, je n'ai pas les modes de conduite disponibles sur cette version. Et donc ensuite, je vais pouvoir jouer avec le son comme ça ou autre chose. Ensuite, la clim ici avec dégivrage avant, arrière, la clim en mode auto et le recyclage d'air. Ensuite, 2 ports USB-C au fond là-bas. Et comme vous pouvez le voir, ensuite, cette grande partie qu'on peut ouvrir. Et lorsqu'on ouvre, là, on a vraiment beaucoup d'espace. Rangement porte-gobelet ici. Rangement porte-gobelet ici, un petit pour les petites canettes fines, pour les grosses canettes, de quoi mettre ses petits jetons pour aller faire ses courses. Ça c'est le truc pour nettoyer l'écran, donc en fait une sorte d'Alcantara, et en fait quand je passe dessus, ça nettoie nickel, et là l'écran est brillant. Ensuite on retrouve à cet endroit là, chargeur par induction, je sais si des deux côtés, donc quand tu mets ton téléphone ça recharge automatiquement, un endroit ici pour reposer encore quelque chose d'autre, plus là, et donc ça on peut refermer soit l'avant, soit l'arrière. Désolé pour le cadrage, j'ai du mal aujourd'hui. Et cet accoudoir, hop, alors là qui est moussé, qui est très agréable, et pareil toujours cette sorte d'Alcantara, et ces petites surpiqûres très sympas, et on peut le régler sur 3 hauteurs, donc pour être vraiment bien lorsque je conduis sur les longs trajets. Et encore un grand bac de rangement juste ici. Je vous ai montré les 2 boîtes à gants, je vous ai montré ça, là-haut. Le petit truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'était la boîte à lunettes ici et me dire que quand je serais grand, je mettrais des lunettes là-dedans. La touche SOS, les LED sur le côté, des deux côtés, on peut l'allumer également ici. Ensuite la touche information et maintenance. Et là-haut, le rétroviseur sans bord, de ce côté-là, avec la LED. Un petit miroir. Ce que j'aimerais bien, c'est que plus la voiture est grosse, plus le miroir devrait être gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée ça, non? Et la poignée, comme je disais, pour tout le monde, les rétroviseurs, donc on a une bonne visibilité à l'intérieur. On a l'affichage d'angle mort qui s'affiche à cet endroit-là. Et là, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Il ne reste plus qu'à aller essayer et voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. On part de Barcelone, direction ici. Allez, je commence, je referme ma fenêtre. On va partir pour 103 km avec un petit peu de ville et ensuite partir faire de l'autoroute, voir ce que ça donne puisque c'est une voiture faite pour voyager, hein, ce gros Kodiak. Déjà, quand on rentre dedans, c'est spacieux, c'est grand, c'est balèze, c'est un gros SUV et ça fait du bien. J'ai pas le toit panoramique sur celle-là. Je vais vous mettre comme ça pour avoir la meilleure. Voilà, il fait un peu plus lumineux. L'intérieur est très sympathique. Et je vais me faire tous les réglages. Hop, hop. On n'a pas la touche massant sur ceux-là. Drive, maintenant, c'est passé ici. Il fait chaud aujourd'hui à Barcelone. Là. Il fait combien? 16, c'est tout, 16. Mais c'est surtout qu'on a un gros soleil. Donc, démarrage. 150 essence. TSI micro-hybridé. Et drive, c'est parti. Donc pour une centaine de kilomètres, j'ai remis à zéro tous les compteurs, voir ce que ça donne. On va se faire un petit peu tout type de route. Et pour le moment, donc des collègues journalistes ont pris la voiture ce matin. 138 km, ils avaient une moyenne à 7 litres 2. Et moi je vais voir justement ce que ça va donner depuis le départ. Donc là j'ai remis à zéro, j'ai mon GPS, grand écran. Il n'y a pas d'affichage tête haute sur le modèle du jour. Après c'est plutôt joli, hein. Franchement, Skoda ils font beaucoup d'efforts. Et je trouve que ça n'a rien à envier aux autres voitures du groupe, comme je le dis à chaque fois. Je vais mettre un peu plus comme ça, vous voyez bien.
le côté agréable. Donc ce moteur 1,5 litre, on le connaît maintenant sur toutes les voitures du groupe quasiment, que ce soit de la petite Fabia par exemple, à la Superbe, à ce Kodiaq. Et on n'aura pas les grosses motorisations en France sur la 4x4 en essence par exemple à cause du malus. Alors, à rythme agréable, à 50 km/h. La voiture essaye toujours dans tous les cas de passer les rapports assez bas, sous les 2000 tours minute, pour créer des consommations d'énergie. Ah, on arrive directement là. Je ne savais pas qu'à Barcelone on sortait direct de l'aéroport. Ah, c'est bien ça. Bon bah on va aller se mettre à 100. Bah, je vais me faire un petit bout de 80, un petit bout de 90 quand même, histoire de vous faire tout type de vitesse. Donc là 70. Alors ce qui est bien, c'est que je vais mettre mon régulateur. Hop, 70, j'ai mon travel assist, centrage de voix, conduite de niveau 2. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que moi j'aime bien me faire conduire. J'ai les affichages là, je peux avoir la cartographie ici, la cartographie ici. Franchement, on a du mal à se tromper de route maintenant avec toutes les technologies embarquées directement. 70 km/h, c'est très agréable. J'ai des palettes derrière le volant, donc je peux passer les rapports moi-même si je souhaite. Boîte donc 6 ou 7, parce que là il ne veut pas passer plus que la 6. Donc à 70 je suis à 1800 tours minute à peu près. C'est assez agréable. Alors, hop, je vais me remettre la ventilation un petit peu plus bas. Hop, hop. Je pense les bruits de roulement sont très bien contenus. Le bruit du moteur, j'entends plus la ventilation ici qui tourne pour me refroidir un petit peu parce qu'il fait quand même assez chaud à l'intérieur que le reste. Et d'ailleurs, après, si je veux retourner dans la ventilation, il faut que je retourne ici et baisser, je vais le mettre à 1. Voilà, comme ça, là, j'entendrai vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur et les raccourcis à chaque fois sur l'écran. Là, la voiture, elle vient de lire le panneau 120. Donc, elle a décidé, ah Nico, j'ai vu le panneau 120. Donc, elle va aller s'y mettre toute seule. Il va y avoir du 120 après, donc là je vais vous faire un petit bout à 90, comme ça je vous donne un peu toutes les valeurs. Là cette fois-ci elle est passée en 7ème, ça on a bien la DHG7, j'ai eu un doute pendant un moment. Donc à 90, je suis à 1800 tours minute en 7ème, donc 70, 1800 tours en 6ème. On entend juste un petit peu les bruits de roulement, mais ça reste franchement bien contenu. Hyper bien insonorisé par rapport au véhicule à l'extérieur. Pourtant c'est une grosse classe S qui vient de passer à côté de moi avec des pneus énormes. C'est franchement plutôt bien. Et ça me dit qu'il y a un radar. Il y a pas mal de radars ici aussi en Espagne. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Là, il y a un petit scooter, les petits, un 50 qui est au bout de sa vie. Parce qu'il essaye de l'emmener à fond le pauvre truc. Allez, là ça se remet à 100. C'est assez agréable, franchement. Une voiture spacieuse. On est quand même dans un gros joujou. Je vais essayer d'aller me perdre un petit peu en ville, voir ce que ça donne. Parce que également, c'est un véhicule qu'on peut utiliser au quotidien si on a une grande famille. L'avantage c'est que c'est un 7 places. On a le choix 5 ou 7. Pas du tout l'endroit parce que je suis pas le GPS, je vais aller au pif. Il y a le Prat ici. Alors, donc en mode normal. Le son du moteur quand on accélère pas fort, c'est vraiment très très doux. Tiens, je vais justement m'arrêter, laisser passer le monsieur. Passage, la DSG c'est toujours ultra fluide. Je fais exprès de passer sur les bouches d'égout là. On a un petit peu de fermeté, mais c'est pas déconnant. Je préfère que ce soit un petit peu ferme mais que la caisse se tienne bien. C'est pas mal. Chaque fois aux alentours de 2000 tours, ça passe les rapports si on n'appuie pas trop fort et qu'on roule de façon tout à fait traditionnelle. Très agréable. Très très agréable.
comme on a un MHEV, il va y avoir des coupures des fois. Lorsqu'on va être en descente un petit peu, qu'on relâche gentiment l'accélérateur, il va y avoir des sortes de roues libres. Lorsqu'on va s'arrêter à un feu ou autre, donc normalement c'est censé retomber à 0 et couper le moteur. Après là il y a la clim qui tourne assez fort. Donc ça laisse quand même la priorité toujours à votre confort thermique. Là pour la ville. La direction est agréable. Et à basse vitesse. Franchement bien. Voilà. Quand on est dans une voiture calme, là, le moindre petit bruit en fait ça se fait entendre. Et là à 30. Je suis dans mon petit cocon. Et je vous cache pas que c'est assez agréable. Là, je suis pas loin de Barcelone. On sent qu'il y a un petit peu de répondant si on appuie un peu plus fort. Allez, je vais aller par là-bas. Hop. Alors on a quand même un gros joujou. Il faut juste se rappeler du gabarit. Et c'est très agréable à conduire. Franchement. Et ce côté calme, si vous appuyez pas fort sur la pédale, c'est franchement nickel. De nuit rapidement, on a le petit bandeau qui traverse sur les portes là également. Bon, ça amène un petit peu d'illumination. C'est assez joli. Alors c'est un tunnel qui était très très bien éclairé. Il faisait comme s'il faisait jour. C'était plaisant, mais un petit peu d'éclairage d'ambiance quand même. C'est toujours cool. Moi j'aime bien. Alors après 32 km effectués sur du mixte, un petit peu de périphérique de Barcelone, des sortes de petites nationales et un peu de ville. Moyenne à 6 litres pour le moment en conduisant à la cool au régulateur. Donc après on peut mettre la boîte en mode sport ou selon les voitures on pourra. Là ça repasse à 120, ce que je vais faire c'est pied dedans. Allez, ça met un petit peu de temps à réagir. 90, 110, il y a une voiture qui arrive. Alors pour relancer, allez je suis à 100 là pour aller à 120. 120. Ça avance un petit peu, c'est pas extrêmement puissant. Alors là c'est ressent. Ça dure pas longtemps les petites portions 120 ici. Je suis tout seul dans la voiture, on n'est pas 7. Ça y va, mais c'est pas waouh quoi. C'est pas extraordinaire. Le moteur n'est pas trop bruyant, parce que c'est quand même bien insonorisé. On l'entend par contre monter dans les tours. Niveau reprise, c'est pas fou. Par contre, l'avantage, c'est que là, on est en légère descente, comme la Superbe, comme toutes les voitures avec ce moteur qu'on a essayé. Chaque fois qu'on est en petite descente et autres, même au régulateur adaptatif, la voiture va couper le moteur pour se mettre en roue libre. Là, par exemple, là, il est à 0. Donc là, hop, et ça redémarre. Et si je jouais moi-même, par exemple, donc moi-même avec la pédale d'accélérateur, donc je me remets là, là, je mets un petit filet de gaz pour rester. Là, je vois que c'est en légère descente. Je retire mon pied gentiment de l'accélérateur. Non, parce que là il y a quelqu'un devant, donc il me crée un peu de frein moteur. Mais s'il y avait personne trop proche, donc là par exemple je remets le filet de gaz, je relâche, elle me coupe le moteur. Donc pour mettre vraiment en roue libre au point mort, moteur coupé, ce qui fait que là on roule directement donc sur l'inertie de la voiture. Et ça, si vous jouez bien avec, ça peut jouer également sur les consommations. Et là ça remonte légèrement et je réaccélère sur un petit filet de gaz. Donc si vous anticipez bien, ça peut être intéressant. Alors attention à ne pas couper tout le temps les descentes et ensuite remonter et seulement appuyer sur les montées, parce que sinon ça va consommer également un petit peu. Parce qu'il vaut mieux arriver un petit peu vite dans la montée et laisser un filet de gaz sur le reste que ralentir et ensuite remonter. Bon, allez, ça repasse à 120 ici. On va essayer de redoubler et se mettre à 120 le plus possible pour voir ce que ça donne un petit peu. Niveau consommation autoroute, là je suis à 5,9 litres, ce qui est plutôt intéressant. 120, alors là elle a crié parce que je me suis approché, j'ai doublé et que j'étais proche du camion. Donc régulateur adaptatif, conduite sur autoroute, et c'est ressent, mais sérieux, la portion elle a duré 200 mètres. Comment c'est possible? Je comprends pas. No comprendo, amigo, por qué? Et je crois qu'il y a un panneau 120 à 500 mètres après. Très bizarre. Bref. Comme j'ai mon régulateur adaptatif qui me lit les panneaux, il s'est remis à 100 et là il va se remettre à 120. C'est bien ça aussi quand même pour l'autoroute quand il y a des changements,
la voiture voit les panneaux. Des fois, nous, on n'y fait pas attention. Il y a plein de gens, je sais qu'en France, c'est horrible. On a souvent des 110, 90, 80, 90, 110, 80, 90. Et il y a plein d'endroits comme ça où des fois, on peut perdre un point bêtement. Et là, par exemple, ça relance. Donc, elle relance quand même de façon assez dynamique d'elle-même. Donc, elle me dit, bon, il n'y a personne devant, je peux y aller. Donc, son but, c'est d'aller se remettre à 120. Là, on a pas mal de routes à faire encore sur l'autoroute. À 120 km/h. On n'a pas un goudron très propre, c'est un goudron assez bruyant. Et dans l'habitacle, c'est plutôt bien insonorisé. Les bruits du vent sont relativement bien contenus. C'est agréable. Je vais me faire un petit bout à 130, juste pour vous donner les valeurs à laquelle on est. Je suis bien en 7ème. À 130 km/h, je suis à 2500 tours pile poil. On entend très légèrement des bruits du vent. Mais c'est quand même super bien insonorisé. Franchement, ça donne envie de faire de la route. Et même dans la voiture, on sent qu'on n'a pas besoin de parler trop fort. On est dans notre petite bulle. Alors on entend certes un petit peu quand même les bruits de roulement. Le bruit du moteur est franchement bien contenu. J'entends quasiment pas le moteur. Juste les bruits de roulement et le vent. Pour la taille du joujou, c'est très bien contenu. Bon, après 98 km, moyenne à 6 litres au 100. Là, je suis sur une bretelle d'insertion. J'ai pu m'arrêter, il y avait un dégagement. Passer la boîte en mode sport, qui me redémarre la voiture. J'ai l'auto-hold. On va se faire un petit 0 à 100, comme d'habitude. Allez, full gaz. C'est parti. Ça tractionne bien. 31, 40, 46, 52. 70, 80, 90 et 100. C'est correct, ça se déplace. On n'a pas besoin de plus. Je repasse en drive. Ça roule. Franchement. En tout cas, tout seul dans la voiture. C'est sûr qu'à 7 personnes chargées, partir en vacances, le toit, enfin le coffre de toit chargé, le coffre et tout, ça va être autre chose. Vous connaissez tous le fameux test rond-point. Donc là, on n'a pas la suspension pilotée, on n'a pas les modes et autres qui changent. Et ça tient bien, oh la vache. Et ça tient bien, et ça enroule presque et tout. Franchement, c'est pas décollant. Hein. Ça souvire un poil au bout d'un moment. Et sur le changement d'angle, ouais, ça s'appuie un peu. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est assez intéressant. C'est pas une voiture qui est faite pour être ultra dynamique. Elle reste bien à plat. Premier Dodan. Il n'y a pas beaucoup de Dodan ici, ça fait plaisir. Après, surtout en région parisienne, on en a beaucoup. Mais ça faisait plaisir qu'il n'y ait pas de Dodan. Et on arrive à un bel hôtel où on va pouvoir aller filmer. Hop, on double ça. Dodan. Ouais, ça reste une voiture confort, même si on n'a pas la suspension pilotée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend la version 7 places, on aura une suspension un poil plus ferme à l'arrière, puisque c'est fait pour accueillir 2 personnes supplémentaires, donc environ 100 kg en plus. Donc, on raffermit un poil. On a les collègues qui passent avec plein d'autres voitures et toutes les autres qui font les travelling. Ça a l'air d'être plutôt sympa, je pense que c'est par ici. Bon, même intérieur, mais comme promis, un petit bout de Ivy. Donc là, je suis en 100% élec. Je peux passer en mode drive ou sport pareil avec la Ivy. Cette fois-ci, j'ai les drive modes ici. Donc éco, confort, normal, sport. Sport démarre à la voiture. Donc j'aime bien son accent. On dit gentleman from England. Ok, ça, donc moi je vais lui dire chut, parce que même s'il a l'air très gentil, on remet la maps. Et donc là, je pars en 100% électrique. Il me reste 63% de batterie, soit 60 km d'autonomie. Donc ça veut dire qu'on se rapprocherait vraiment de la centaine de kilomètres annoncée. Même comme ça. Donc là, c'est un modèle de pré-série, hein, ça sort seulement dans longtemps encore. Par contre, l'avantage, c'est que cette fois-ci, on est vraiment en 100% électrique. Alors, on va désactiver tous les bip bip. Conduite, ça c'est vraiment le truc à désactiver à chaque fois. Et fichue réglementation européenne, ça me défrise.
Donc 100% électrique, en mode éco, donc il y a un mode confort, Dodan, on va voir la différence. Ouais, ça bouge quand même un petit peu. Donc au final, la version suspension non pilotée n'était pas désagréable. Là, j'ai eu l'impression que ça a sauté presque plus. Intéressant. Intéressant. Ok. Donc là, on y va à la cool. D'ailleurs, je me suis fait engueuler, il faut pas le dire, parce que j'ai doublé une petite voiturette de golf, alors que on n'a pas le droit de rouler vite ici. Hop, à la cool. Donc 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. D'ailleurs, on va aller se faire un petit bout d'autoroute pour reprendre justement cette partie autoroutière en élec, voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que là, on n'entend pas de moteur tourner. C'est différent. Donc, à chaque freinage, on a une régénération et je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a une sorte de régénération comme les voitures électriques avec le... Après, ça reste quand même très agréable. Et niveau reprise, c'est largement suffisant. On n'a clairement pas besoin de plus. Tiens, d'ailleurs, on va se faire un petit tour ici de rond-point. On sent que la voiture est quand même un petit peu plus lourde, mais ça tient toujours bien la route. C'est assez incroyable. Franchement, je suis assez bluffé par le comportement un petit peu dynamique de cette voiture. Ah là, ça m'a démarré le moteur. Bah voyons. Parce que j'ai demandé, moi. Je vais dire mode élec. Alors, moi, je veux surtout pas rouler en moteur thermique. Voyons. Voilà. Non, on n'a pas le droit de s'arrêter là. C'est bon, ça a recoupé. J'ai peut-être appuyé un peu trop fort sur l'accélérateur où il a cru comprendre que je voulais rouler de façon dynamique. Allez, on continue. La direction est agréable. Donc là, cette fois-ci, elle se règle la direction selon le mode qu'on va utiliser. Hop. Il n'y a personne. Là, on va aller s'insérer sur du 120. On va juste se faire un petit bout pour se faire une idée. En tout cas, c'est plaisant. Et le fait de ne pas entendre justement les moteurs tourner, c'est quand même assez agréable. Là, je suis à 80, ça relance suffisamment. 90. Donc, on n'a pas autant de puissance qu'avec le moteur thermique seul. Et par contre, on n'a absolument aucun bruit de moteur. Et je peux quand même me mettre mes aides à conduite, 120. Je vais aller doubler. Le moteur s'est démarré. Et c'est juste parce que j'ai regardé le compteur que je m'en suis rendu compte. Et là, il se recoupe. Alors déjà, le moteur de base est assez silencieux. Mais en 100% électrique, là, on n'entend vraiment plus rien. Mais il va se redémarrer en cas de besoin. Et clairement, il n'a pas souvent besoin si on a le pied assez léger. Et comme tout à l'heure, très peu de bruit. Cette fois-ci, on entend un poil, très légèrement, les bruits du vent, parce qu'on n'a absolument plus aucun bruit de moteur. On a un petit peu des bruits de roulement, mais ce sera tout. Donc franchement, au quotidien, c'est agréable. Après, le 1,5 litre en roulant cool, il était très peu sonore. Mais il ne faut pas le pousser et le cravacher, quoi. Et par contre, si cette fois-ci je passe en mode sport, donc là, ça me redémarre les deux moteurs. Donc, et là, ça va me donner 100% de la puissance. Et par exemple, donc là, il n'y a personne. On arrive sur une bretelle d'autoroute et on va se faire le petit 0 à 100. Et c'est parti. Ça pousse un petit peu plus. 60, 70, 80, 90 et 100. Alors effectivement, ça pousse un petit peu plus. On était dans une légère descente, ça aide un poil. Il n'y a pas une différence transcendante non plus. Peut-être sur les chiffres, mais on sent pas qu'on est beaucoup plus emmené. On sent qu'il y a un petit peu plus de couple, mais ouais, ça fait le boulot. Alors je viens de découvrir un truc que je ne savais pas. C'est que les palettes, même en mode électrique, elles vont jouer. Alors, je sais pas si ça le faisait sur les versions d'avant, mais par exemple, là, je suis en quatrième, mais en électrique, parce que le moteur au final est couplé au moteur thermique et la boîte. Donc là, par exemple, je suis en 4. On va voir, là, vous allez voir, ça descend un petit peu. Donc, j'accélère normal, donc je reste là. Je peux même passer la 5, la 6.
Ça me rappelle une chanson ça, la 5, la 6. Bref, là je suis en 6. Je régénère un petit peu et si je change de rapport, ça joue également et ça me fait un frein moteur différent avec la boîte de vitesse. Et je peux même aller jusqu'à la première qui régénère un petit peu différemment et je sens une différence. Assez... Par contre, vous avez vu, là, le moteur s'est redémarré et comme j'étais en première, il est tout de suite monté haut dans les tours parce que je suis en première et en manuel. Et après, il va remettre coupler, découpler. Et c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, je viens de découvrir ça. Je voulais vous le partager. Vous avez vu, sous cet angle, on dirait presque une voiture américaine. C'est bien balèze, il y a des grosses formes et surtout il y a de l'espace. Bon, ce nouveau Kodiaq comparé à l'ancien, alors un petit peu plus grand, un petit peu plus spacieux, tout en un petit peu mieux, comme à chaque fois qu'il y a une petite évolution. Donc c'est comme l'ancien, mais en un petit peu mieux. Nouvelle motorisation, un petit peu plus économe. Pour ceux qui prendront la version PHEV, beaucoup plus de kilomètres, plus de moments agréables et justement en plein silence grâce à ce mode 100% électrique, parce que 100 km c'est quand même assez intéressant. Et si ça vous tente de savoir combien de kilomètres on peut réaliser en 100% électrique, parce que c'est annoncé 100 mais des fois ça varie un peu, vous me le dites dans les commentaires pour ceux qui souhaitent que je vous fasse un essai vraiment consommation et voir si on arrive à tenir les 100 km annoncés par Skoda et voir si c'est la vérité ou pas. D'ailleurs, peut-être avec Clémence, je vous ferai ça avec la Superbe qui est également la même batterie lorsque ça arrivera. Ça peut être intéressant de voir avec la même batterie, avec deux voitures différentes mais la même motorisation, qu'est-ce qui change et combien de kilomètres on peut faire avec celle-là et l'autre version. Je pense que ça peut être intéressant ça. Et c'est là qu'on verra le CX, etc., ce que ça donne. Bon, en tout cas, bonne voiture, assez agréable. C'était pas une toute option, il n'y avait pas de suspension pilotée et autres. Le DCC, moi j'adore dans le groupe. Je trouve que c'est vraiment confortable et ça rend la voiture encore plus dynamique. Mais rien que comme ça, elle était agréable à conduire. Après, c'est une voiture familiale, c'est pas fait pour faire l'idiot avec. Donc, moi, ça me va très très bien. J'ai pas besoin de plus, clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les aides à conduite, le régulateur adaptatif et de l'espace. Et là, en vrai, clairement, il y a tout. Voilà. J'ai pas forcément de reproche à lui faire. Peut-être si, un petit reproche, le coffre. Le fait que ce soit profond et qu'il n'y ait pas de plancher plat et lorsqu'on rabat les sièges. C'est le petit truc que j'aurais bien aimé. C'est tout. À part ça, voilà, j'ai pas de reproche à faire parce que je sais que c'est pas une voiture qui est faite pour être sportive. Donc le moteur, effectivement, certes, on a besoin de le pousser un petit peu, mais c'est pas fait pour être poussé, donc ça va bien pour le quotidien. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!